Le loup qui enquêtait au musée. Le loup qui enquêtait au musée. Il était une fois un loup qui n'aimait pas aller au musée. Les musées, c'est ennuyeux, répétait-il autour de lui. Mais voilà qu'un matin, tous ses amis se présentèrent chez lui. Aujourd'hui, on t'emmène au musée, lui annonça sa louve chérie. Loup fit la grimace, mais comme il était très amoureux, il dit oui. Maître Hibou débuta la visite par son œuvre préférée, un tableau de Louonard de Vinci, connu dans le monde entier. Ce tableau a été peint vers 1503, commença-t-il. Vous pouvez y admirer une mystérieuse beauté. C'est vrai qu'elle est jolie, chuchota Valentin en se tournant vers Loup. Mais déjà, Loup n'était plus là. Vélousquez, Wolfmer, Archimbold Loup. Dans la salle d'à côté, Loup s'était arrêté devant un tableau. Surpris, il pencha la tête pour mieux le regarder. Est-ce qu'il voyait mal ou bien est-ce que cette toile était vraiment spéciale? Pablo Picasso. Un petit rat éclata de rire près de lui. C'est un portrait peint par Pablo Picasso. Allez, ne fais pas cette tête-là et suis-moi. Aussi vrai que je suis Barnabé, gardien de ce musée, nous allons trouver une œuvre d'art qui te plaira. Paul Clou. Joyeusement, Barnabé entraîna Loup dans la pièce suivante. Voici notre collection de sculptures. Certaines ont plus de 1000 ans, d'autres à peine 20. Magnifique, s'exclama Loup en se hissant sur le dos d'un superbe animal blanc. Frida Kahlo. Jacquemart. Veux-tu descendre de là? Le gronda Barnabé. C'est fragile une œuvre d'art. À cet instant précis, une sirène se déclencha. Bip, bip. C'est la grande alarme du musée, s'inquiéta Barnabé. Oh, je dois filer, quelque chose est arrivé. Pompon. La Vénus de Milou. Réveillez l'artiste qui dort en vous. Loup essaya de rattraper Barnabé, mais ce musée était un vrai labyrinthe. Découragé, il s'arrêta dans une pièce étonnante. Sur le mur, une inscription disait « Réveillez l'artiste qui dort en vous ». Loup s'approcha pour observer de plus près un paysage enneigé. Il connaissait cet endroit. N'était-ce pas les montagnes de l'Himalaya? « Au voleur! Au voleur !» entendit-il alors crier. C'était la voix de Barnabé. Guidé par les cris, Loup retrouva enfin le petit rat. Il était dans tous ses états. Notre masque tibétain a disparu. Il est unique au monde. C'est une catastrophe. Restons calmes, fit Loup en regardant autour de lui. Le voleur n'est peut-être pas loin. Ne serait-ce pas des traces ici? Art premier. En suivant les empreintes,
Lou et Barnabé pénétrèrent dans une immense galerie. Impressionné, Lou s'arrêta devant une drôle de bête. « C'est un dodo », lui expliqua Barnabé, « une espèce qui n'existe plus aujourd'hui. » Lou en resta baba. Décidément, les musées, c'était plus intéressant qu'il ne le pensait. À l'entrée de la salle suivante se dessinait une ombre inquiétante. « Le voleur n'est certainement pas ici », bredouilla Lou en reculant. « Ce n'est qu'un squelette de dinosaure, gros bêta », le rassura Barnabé. « Allez, dépêche-toi, les traces continuent par là. » Lou s'avança prudemment entre les dinosaures. C'est alors qu'il aperçut quelque chose sur le sol. C'était un petit nœud rose couvert de poils roses. Il fronça les sourcils, ses soupçons se confirmaient. Pensif, Lou se hâta de rejoindre le petit gardien. Barnabé l'attendait près d'une hutte. Sur le sol, il y avait des bols de terre cuite et des outils préhistoriques. « Grâce à ces objets, on sait comment vivaient nos ancêtres », expliqua Barnabé. « Et je viens de m'apercevoir qu'il manque un silex. Certainement celui que le voleur a utilisé pour casser la vitrine du masque, » murmura Lou. « Boum !» entendit-on alors au fond de la pièce. « Il y a quelqu'un là-bas !» cria Barnabé. Les deux compères se lancèrent à la poursuite de l'ombre. À bout de souffle, Barnabé s'arrêta devant le sarcophage du pharaon tout en canine. « Je ne comprends rien, cette salle est sans issue, à croire que le voleur s'est volatilisé. »« Je ne crois pas, » fit Lou en tendant la patte vers le sarcophage. « Ah non !» se fâcha Barnabé. « Je t'ai déjà expliqué qu'on ne touche pas aux œuvres d'art. » Mais ce qu'il y avait à l'intérieur lui coupa le sifflet. À l'intérieur du sarcophage, il y avait Demoiselle Yéti. Elle tenait dans ses bras le masque volé. « Je me doutais que c'était toi, » soupira Lou. « Allez, Titi, sors de là. » Demoiselle Yéti éclata en gros sanglots. « Je suis vraiment désolée, hoqueta-t-elle. Mais ce masque ressemble tellement à mon papa. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » « Allez, on ne pleure plus, » fit le petit rat ému. « Nous allons le remettre à sa place et personne n'en saura rien. » Tandis que Lou rejoignait les autres, ses yeux furent attirés par une peinture. On aurait dit sa forêt, mais en beaucoup plus belle. Le cœur battant, il s'assit pour l'admirer. « Et voilà !» se réjouit Barnabé derrière lui. « Coup de foudre artistique. L'art émeut, transporte, fait voyager. Je t'avais dit qu'on trouverait l'œuvre qui te plairait. » Henri Lousseau. Lou resta un long moment à contempler la toile, puis il rejoignit ses amis. Ils étaient toujours devant les peintures à écouter Maître Hibou. Henri Ratisse. « Ah, te voilà, Lou !» gronda le vieux hibou. « Et moi qui croyais que tu allais faire un effort pour apprécier le musée. À peine arrivé, tu disparais. » Renard Munch. « Où étais-tu passé ?» demanda Lou à la sortie du musée. « J'ai grimpé sur un ours blanc, rencontré un dodo, échappé à un terrible dinosaure, résolu une énigme et je me suis promené dans une forêt merveilleuse, » répondit Lou. «
Vous aviez raison, les amis. Les musées, c'est passionnant. On y retourne quand ? Salvador Dalí. Alors, nous allons reprendre cet album et surtout, on va essayer de regarder de plus près les originaux des tableaux qui ont été détournés dans l'album. Alors, si on regarde ce premier tableau, peut-être que certains l'auront reconnu, de qui s'agit-il ? Bien, de la Joconde de Léonard de Vinci. La Joconde, c'est un portrait, c'est le portrait d'une dame qui s'appelle Mona Lisa. Et son mari s'appelait Francesco del Giocondo. Et c'est pour ça qu'on appelle ce tableau la Joconde. Et ce tableau, il est très très célèbre. Et il est très célèbre parce que c'est presque le seul tableau de Léonard de Vinci que l'on connaît. Parce que Léonard de Vinci, c'est un artiste italien qui est surtout connu pour toutes ses inventions. Léonard de Vinci est né dans le petit village de Vinci, qui est pas très loin de Florence, en Italie, et il est mort au Clos Lucé, à Amboise. C'était l'architecte de François Ier, qui était un roi de France. Et si vous allez à Amboise, au Clos Lucé, vous pourrez voir certaines de ses inventions, comme l'hélicoptère, le pont-levis, le char. Bref, vous y verrez un tas de choses. Ici, c'est un tableau de Velázquez, qui est un peintre espagnol. Et Velázquez était un peintre de la cour d'Espagne. Et ce tableau, le vrai, s'appelle l'Infante Marguerite en bleu. Alors, l'infante, c'est la fille du roi et de la reine d'Espagne. Enfin, c'était la fille du roi et de la reine d'Espagne. Et donc, ce tableau date du XVIIe siècle et on appelle cela un portrait. À cette époque, les femmes portaient des robes très très longues et très très larges. Ici, c'est un tableau de Vermeer que certains connaissent et qui s'appelle Jeune fille à la perle. Alors, Vermeer est un peintre néerlandais. C'est au nord de l'Europe, aux Pays-Bas. Et on pense que peut-être qu'il a voulu peindre une de ses filles lorsqu'elle était très jeune, lorsqu'elle était adolescente. Et donc, pourquoi Jeune fille à la perle ? Parce que vous voyez que cette jeune fille a un bandeau bleu dans les cheveux et on ne voit qu'une perle à son oreille. Et ce tableau, il est très connu parce qu'il a quelque chose de particulier, c'est au niveau de la position. D'habitude, lorsque l'on peint un portrait, on peint le portrait de face. Alors que là, elle était un petit peu de dos et elle tournait la tête pour regarder vers le peintre. Et d'ailleurs, ce tableau de la jeune fille à la perle, on l'appelle aussi, on le surnomme plutôt la Joconde du Nord, parce que cette jeune fille à la perle est aussi célèbre que la Joconde de Léonard de Vinci. Ce tableau, certains le connaissent sûrement aussi,
Celui qui l'a peint s'appelle Arcimboldo. Arcimboldo, c'est un peintre d'origine italienne et il représentait des peintures un peu illusionnistes. On appelle illusionniste, c'est-à-dire que là, il a fait des portraits à partir des 4 saisons. C'est-à-dire, sur ces portraits sont faits essentiellement de fleurs ou de fruits ou de légumes ou de feuilles. Et ici, il y a ce qu'on appelle une allégorie du printemps. Une allégorie, c'est quelque chose qui représente autre chose. Et là, le printemps est représenté avec plein de petites fleurs de toutes les couleurs. C'est aussi un portrait, mais là, il est de profil. Ah, certains connaissent sûrement Picasso. Alors Picasso a peint beaucoup de portraits. Celui-ci représente Dora Maar. Dora Maar était aussi une artiste peintre et elle a été l'amoureuse de Pablo Picasso. Alors, ce portrait a quelque chose de spécial et d'ailleurs, Lou l'a bien vu. Il se pose des questions par rapport à ce portrait. Vous savez quelles questions il se pose ? Eh bien, le portrait, on le voit à la fois de face, c'est-à-dire on voit les 2 yeux, le nez, la bouche, et à la fois de profil. C'est-à-dire on voit le contour du nez, généralement de profil, on ne voit qu'un seul œil, on voit le contour du nez, on voit la moitié de la bouche et on ne voit qu'une oreille. Eh bien, Picasso, c'est un peintre que l'on dit cubiste parce qu'il adorait mélanger plusieurs visions d'une même personne, on va dire, pour réaliser ses portraits. Et en plus, dans le travail de Picasso, il y a beaucoup de couleurs. Et les couleurs sont vives. Tout comme ce tableau de Paul Klee, que Paul Klee a appelé la table de couleurs. Alors Picasso, c'est un peintre d'origine espagnole, alors que Paul Klee, c'est un peintre d'origine allemande. Et Paul Klee a beaucoup peint les formes géométriques. Ici, vous voyez quelle forme géométrique, répétée plein de fois. Voilà, il s'agit du carré. Les carrés ont tous la même taille, seulement ils ont tous une couleur différente. C'est ce qu'on appelle une peinture abstraite. Pourquoi une peinture abstraite ? Parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas une personne qui est représentée, il n'y a pas la réalité de ce que l'on pourrait voir dans la nature. Par exemple, on ne voit pas d'arbres, pas de fleurs, pas de fruits. Et dans ce tableau, il y a beaucoup d'imagination, voire même de la poésie, grâce à toutes ces couleurs. On peut s'imaginer un tas de choses. Ce petit portrait-là s'appelle autoportrait. C'est un autoportrait d'une artiste qui s'appelle Frida Kahlo. Alors Frida Kahlo, elle a fait beaucoup d'autoportraits. Et vous savez ce que c'est qu'un autoportrait ? Un autoportrait, c'est lorsque l'on se peint soi-même. C'est-à-dire que c'est comme si Frida Kahlo, elle se regardait dans un miroir pour peindre ce qu'elle voit dans ce miroir. Donc ce qu'elle voit, c'est son reflet à elle. Donc c'est ce qu'on appelle un autoportrait. On se représente soi-même. Et Frida Kahlo, c'est une artiste mexicaine. Le Mexique, c'est en dessous de l'Amérique. C'est loin. Et c'est une artiste qui a eu plein de malheurs dans sa vie. Quand elle était petite, elle a eu une grave maladie. Et quand elle avait 18 ans, elle a eu un très grave accident de bus qui l'a rendue presque paralysée. Elle devait rester au lit tout le temps, ou alors elle devait porter un grand corset qui l'empêchait de faire des mouvements. Et donc,
Et en plus, avant ça, elle voulait être médecin, donc elle n'a jamais pu être médecin. Et elle s'est mise à peindre. Et dans ses peintures, elle représente souvent toutes les souffrances de son corps à cause de ce grave accident. Ici, vous avez une œuvre sculptée d'Henri Alfred Jacquemart. Donc, c'est une sculpture en bronze. Cette sculpture, ça représente un rhinocéros. Et ce rhinocéros, vous pouvez le retrouver sur le parvis du musée d'Orsay. Jacquemart est un sculpteur qui sculptait beaucoup les animaux. On appelle cela de la sculpture animalière. Allez voir sur le parvis du musée d'Orsay, vous en verrez d'autres, des animaux de Jacquemart. Là, je l'adore, c'est l'ours Pompon. Pompon, c'est un artiste, pareil, c'est un sculpteur animalier. Et Pompon a sculpté des animaux dans des formes que l'on appelle épurées. Épurées, ça veut dire que les formes étaient très simples. Et surtout, si vous allez au musée d'Orsay, vous verrez cet ours Pompon. Alors, on ne peut pas le toucher, mais rien qu'en le regardant, vous verrez qu'il semble tout lisse et tout doux. Et en plus, il est tout blanc. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle l'ours blanc. Ici, certains l'ont peut-être reconnu. C'est la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, c'est une statue qui a été retrouvée sur l'île grecque de Milo, presque plus de 100 ans avant la naissance de Jésus. Vous vous rendez compte? Ça fait longtemps. Et on pense que elle représente la déesse Aphrodite. La déesse Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Et cette statue a été retrouvée sans bras. On n'a jamais trouvé ses bras. Alors on pense qu'elle avait des bras, mais ses bras étaient rattachés à la statue par l'intermédiaire de bijoux. Et les bijoux ont dû se casser, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé les bras de cette statue. Alors, je vais vous parler, ça ce sont des arts premiers. Ces arts premiers, vous pourrez les retrouver si vous allez visiter le musée du Quai Branly. Vous allez voir, c'est superbe. Et je voulais vous montrer, là, ça représente l'art égyptien. Vous vous en souvenez de l'album de Victoire ? Les Égyptiens sont toujours représentés de profil. Ce tableau-là appartient à un artiste qui s'appelle le Douanier Rousseau, enfin qui se faisait appeler le Douanier Rousseau. Et ce tableau représente un paysage exotique avec lions et lionnes d'Afrique. Et le Douanier Rousseau, il n'a jamais appris à peindre, mais il est quand même devenu célèbre. Et on dit que sa peinture est une peinture naïve, parce que les couleurs étaient chaudes. Il y a des rouges, des orangés. Ce sont des couleurs vives. Et surtout, on dit qu'il peignait en aplat. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a collé toutes les feuilles et les fleurs sur son tableau. Et puis, dans son tableau, il n'y a pas ce qu'on appelle la perspective. La perspective, c'est quand on regarde une image, il y a quelque chose qui est devant et il y a des choses qui sont derrière. Alors que chez le Douanier Rousseau, rien n'était devant, rien n'était derrière, tout était à plat. Et évidemment, c'est une forêt imaginaire. Ici, il s'agit du tableau intitulé La danse de Henri Matisse. Alors peut-être que certains reconnaissent ce tableau.
Et alors, ce tableau, c'est un petit peu une ode à la vie, c'est-à-dire une manifestation de la vie, de la joie de vivre. Le tableau est tout simple. Il y a combien de danseurs? Oui, on voit 5 danseurs. Et il y a très peu de couleurs. Alors, il y a du rouge, qui fait un petit peu marron, il y a du bleu et il y a du vert. Et c'est un tableau où on voit beaucoup le mouvement, parce que Matisse aimait beaucoup ce thème de la danse, aimait beaucoup ce thème du mouvement. Et il aimait beaucoup peindre la relation entre l'homme et la nature. C'est pour ça que les personnages sont tout nus. Et ce tableau appartient au mouvement fauvisme. Le fauvisme, c'est une manière de représenter le lien entre l'homme et la nature. Et enfin, ce dernier tableau s'intitule « Le cri » de Munch. Munch, c'est un peintre norvégien. Et cette peinture représente une forme humaine, il y a comme une figure humaine, qui semble avec une expression horrifiée, terrifiée. C'est un tableau très triste, on dirait même qu'il est torturé. Et l'émotion, c'est une émotion très forte qui se dégage du tableau. Et justement, Munch, c'est un artiste qui est expressionniste. Les expressionnistes, souvent dans leurs tableaux, ils montrent des émotions extrêmement fortes, des émotions intenses. Intense, ça veut dire très fort. Là, on voit bien que le personnage pousse un cri qui fait très peur, qui est terrifiant. Vous trouvez pas? Ah si. Et voilà, notre petite visite au musée se termine. J'espère que ça vous a plu.